Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ou en tout cas pas trop mal dans les conditions de confinement qui sont les nôtres. De mon côté, j'avais un peu la flemme de faire des vidéos YouTube là depuis un mois, un peu plus d'un mois. Mais là, ça y est, l'envie me reprend, donc je vous propose la deuxième partie de la vidéo sur la lecture. Donc je rappelle, dans la première vidéo, j'avais partagé une lecture, le livre de Pierre Bayard, comme on parlait des livres que l'on n'a pas lus. Et j'avais voulu faire cette vidéo en premier lieu, d'une part parce que le livre est très intéressant à plusieurs niveaux, mais aussi parce qu'il constitue un véritable jalon dans mon rapport à la lecture en général. À l'époque, ça avait vraiment fait charnière, ça m'avait permis de remettre en perspective beaucoup de choses, ça m'avait permis de déculpabiliser, de désacraliser les livres, d'avoir une vision sociologique sur tout ça. Et donc ça avait beaucoup marqué mon cheminement. L'objet de la vidéo aujourd'hui, c'est justement de vous donner la big picture, la vue un peu complète de mon propre cheminement vis-à-vis de la lecture et des livres. Et je fais ça parce que ce cheminement est marqué par ma condition de transclasse. Et donc, voilà, je me dis que ça peut être intéressant de partager ça, que d'autres personnes partagent leur propre cheminement, que c'est l'occasion d'une réflexion un peu plus générale autour du rapport à la culture dominante. Et voilà, j'espère que ça pourrait être intéressant. Comme d'habitude, c'est pas forcément une vidéo qui est très structurée, mais en gros, il y a quand même deux grandes parties que j'aimerais développer. D'abord, donc, une sorte d'historique de mon rapport à la lecture, avec forcément des moments charnières qui sont un peu artificiels, hein, mais parce que les choses se sont faites de manière bien sûr progressive, mais j'ai essayé de restructurer, avec le recul que j'ai aujourd'hui, de restructurer un petit peu l'histoire de mon rapport à la lecture. Ce sera clairement entrecoupé de moments plus analytiques où en fait j'apporte le regard que je peux avoir aujourd'hui avec les grilles d'analyse que j'ai aujourd'hui. Et puis dans une deuxième partie de vidéo, j'aimerais proposer des conseils aux personnes qui se sentent éloignées de la lecture et plus particulièrement de la lecture des classiques ou en tout cas de la culture dominante. Et donc proposer quelques conseils qui sont les conseils que j'aurais pu me donner à moi qui avait 17 ou 18 ans et qui ne savait pas trop comment s'y prendre. Sachant que, j'aurai l'occasion de le répéter dans la vidéo, mais l'idée ici n'est pas de présupposer qu'il faut lire, parce que c'est en aucun cas le message que je veux passer. Je ne veux absolument pas faire d'injonction à la lecture, d'ailleurs j'en parlerai vraiment à un moment donné de la vidéo. Mais en tout cas, pour les personnes qui veulent lire, et quelle que soit leur raison, et il y en a 10 000 possibles, et qui veulent lire en particulier des classiques, je proposerai mes quelques conseils sans prétention, mais qui, je pense, auraient marché sur moi. L'image qui me revient quand j'essaye de repenser mon rapport à la lecture avant la prépa, c'est moi enfermée dans ma chambre pendant des heures, dans un gros pouf orange qui donnait juste sous le Vélux et donc où je pouvais me prélasser un peu tel un chat au soleil, avec un thé fumant, un gros bol de céréales dans lequel je piochais et un gros roman dont je passais les pages un peu avec frénésie en m'immergeant totalement dans le monde du roman. En gros, c'est vraiment l'image que j'ai. Et avec le recul, je me dis que ouais, j'entretenais un rapport sans mépris aucun, mais dans une forme de naïveté par rapport au rapport que j'ai aujourd'hui. Où en fait j'utilisais les livres comme des moyens de divertissement, tout simplement. Chose que j'arrive de moins en moins à faire, mais que je réapprends à faire. Et donc je choisissais mes livres aussi pour ça. Je choisissais des livres, je lisais par exemple beaucoup de fantasy. Enfin beaucoup de fantasy. En fait je lisais surtout Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, ce genre de choses, et je les relisais beaucoup parce que j'étais très attachée à ce monde, aux personnages, je voulais sans cesse me réimmerger dans ces mondes-là, comme beaucoup d'entre nous, hein, j'imagine. Je lisais des romans policiers, pas mal, et j'aimais bien en particulier ceux où on pouvait retrouver aussi des personnages, donc qui étaient inscrits dans des séries. Et donc voilà, tout ça constituait un divertissement qui m'apportait beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. J'avais aucun regard sur l'écriture, sur la technique littéraire, et c'était les histoires qui m'intéressaient et les personnages. Je cloisonnais mentalement ces lectures plaisir et les livres que l'école nous proposait de lire, nous demandait de lire, donc qui ont été d'ailleurs pour moi très vite des classiques, parce que dès la 4e, j'ai eu des profs de français qui nous invitaient à lire plutôt des classiques. Et j'ai apprécié ces lectures, sincèrement,
La plupart en tout cas je les appréciais, mais je les rangeais pas vraiment dans les lectures plaisir. Je faisais mon devoir de bonne élève et la plupart du temps ça m'apportait quelque chose et c'était appréciable. Mais ça, c'était pas en tout cas le même rapport, c'était pas la même légèreté. Il y a quand même un livre en particulier qui m'a marqué, dont j'ai toujours le sentiment qui m'a un peu fait entrer en littérature, c'est Lambeaux de Charles Juliet, que j'ai lu donc en seconde dans le cadre du cours de français, et qui m'avait donné cette impression qu'il faudrait aller quand même chercher du côté de la littérature, et que je pouvais réconcilier classique et plaisir. Chose que, initialement en tout cas, j'avais tendance à cloisonner, comme je disais. Mais bon voilà, je cherchais pas particulièrement à lire des classiques, je lisais pas tant que ça en fait, et ce rapport à la lecture me convenait et me faisait éprouver aucune culpabilité ou quoi que ce soit. À partir de la première, j'ai commencé à me dire qu'il serait avisé de faire un peu l'effort supplémentaire pour lire des classiques de ma propre initiative. Et donc ça m'est venu parce que une de mes meilleures amies commençait à le faire, tout simplement. Et donc je me rappelle que quand Marie a commencé à lire Zola alors que ça n'avait pas été imposé par sa prof de français, ça m'a tout simplement fait envisager que c'était possible. Je le dis de manière un peu caricaturale, mais en gros, j'avais pas trop eu l'idée avant. Et donc je me suis dit que ça avait du sens. D'autant que j'allais au café littéraire du lycée à l'époque avec mes copains et que pareil, on était avec les L qui venaient présenter des classiques, qui lisaient aussi avec le même plaisir que je lisais d'autres livres. Et donc ça m'a donné envie. Par ailleurs, je me suis rendu compte aussi à ce moment-là qu'il y avait certains livres que j'avais pas classés comme des classiques et qui en étaient. Par exemple, j'adorais depuis la troisième lire les Jane Austen. Et en fait, c'est là où j'avais pas vraiment de vision de la littérature, vision d'ensemble ou quoi, mais je classais ça comme des romans divertissants et je pensais pas que c'était des classiques, alors que bien sûr que si, ce sont des classiques, y compris Tolkien, enfin voilà. D'ailleurs, on pourrait aussi faire une vidéo entière sur la notion de classique évidemment, mais en tout cas là, pour l'instant, on va la prendre comme les classiques considérés comme tels par la culture dominante. À partir de là, du coup, j'ai commencé à vouloir effectivement lire des classiques et je me souviens que c'était difficile. D'ailleurs, j'avais pas forcément fait les bons choix pour démarrer. J'étais allée à la librairie et j'avais acheté quelques livres. Dans mes souvenirs, j'avais acheté La Princesse de Clèves, Phèdre, je sais plus. Et par ailleurs, il y avait, je sais pas, moins de 10 classiques, mais il y avait quand même quelques classiques dans la bibliothèque de ma mère qui dataient de sa première année de fac. Et ils me fascinaient, ces classiques. Et il y avait Voyage au bout de la nuit de Céline et Les Frères Karamazov de Dostoïevski. Et donc en gros, j'avais à peu près choisi les pires trucs pour démarrer, mais voilà, j'avais l'envie, j'avais la motivation, et donc je sais plus si c'était en fin de première ou quoi, mais j'avais décidé de m'y atteler et de faire cet effort. Et du souvenir que j'en garde, je me souviens que j'avais assez vite lâché l'affaire, parce que globalement j'avais la flemme et que j'avais pas de levier de motivation suffisant, on va dire. Et je trouvais ça objectivement très beau, mais j'avais le sentiment que ça me dépassait un petit peu d'une part, et que ça demandait quand même un gros effort, donc une disponibilité intellectuelle, etc. Et à l'époque, j'étais très très studieuse à l'école, donc je dépensais quand même beaucoup d'énergie, je travaillais beaucoup. Et je pense que tout simplement, mais ça je le dis avec le recul, hein, mais j'avais pas forcément toujours l'énergie nécessaire après toute ma journée de lycéenne et les devoirs que je faisais, de me consacrer à une lecture un peu demandeuse d'énergie intellectuelle justement. Il n'empêche que un des souvenirs les plus marquants que j'ai de cette période où j'essayais justement de me mettre à lire des classiques, c'est la lecture de Bérénice, donc une pièce de Racine. Parce que j'avais eu la bonne idée, et je pense que là pour le coup c'est vraiment une bonne idée, de regarder une adaptation de cette pièce en même temps que je la lisais. Et donc j'avais choisi l'adaptation, je sais plus qui est le metteur en scène, mais c'est une adaptation filmée avec Carole Bouquet et Gérard Depardieu. Et je trouve que c'est une très belle adaptation. Quelques années plus tard, je l'ai re-regardée et je crois que c'est vraiment très bien, que Carole Bouquet est incroyable en Bérénice. Et pour le théâtre en particulier, qui est justement
une des lectures les plus discriminantes socialement parce que lire une pièce appelle quand même à voir cette pièce mise en scène. Et donc bref, pour le théâtre en particulier, pour Bérénice en particulier, ou pour moi à l'époque, la langue et la versification étaient des obstacles, ça avait été hyper fructueux. Et j'avais vécu vraiment du coup la lecture de cette pièce et le visionnage de cette mise en scène comme un moment très très fort artistiquement. J'avais été très 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 émue, j'avais eu l'impression justement que je pouvais toucher à la beauté de l'œuvre et que pour une fois un classique ne me dépassait pas complètement. Alors reste à voir s'il me dépassait ou pas, mais enfin c'est pas la question en fait. Mais je l'appréciais. Voilà, en gros c'est ça, c'est que j'avais l'impression de réussir à l'apprécier, d'en découvrir la complexité, de comprendre la beauté de la langue, la richesse et la profondeur de la psychologie des personnages et la beauté de l'œuvre entière. Et la fin de cette période se clôture avec la fin du lycée, mon admission en prépa, et donc la réception de la bibliographie de Louis le Grand, puisqu'il nous était conseillé de faire un certain nombre de lectures en amont de la rentrée, donc en Hippocagne. Et donc on avait reçu une petite bibliographie par matière, dans laquelle il s'agissait de piocher. Et je me rappelle que j'avais été très très impressionnée par cette bibliographie. Moi j'allais à Louis le Grand surtout pour la philo, mais de manière générale j'étais contente de faire une prépa littéraire, tout en sachant que j'aurais probablement moins lu que certains, notamment en littérature. Mais il y avait eu quand même un peu un coup de massue et l'impression que j'avais rien lu du tout et que c'est pas en 2 mois de vacances d'été que j'allais tout rattraper. Mais j'avais quand même un peu lu pendant ces vacances d'été, mais déjà dans une dynamique très différente de celle qui était la mienne dans les années qui avaient précédé, parce que soudainement il y avait une contrainte, il y avait un sentiment de honte qui commençait à émerger et qui allait largement s'intensifier pendant la prépa. Mais en tout cas, on était déjà dans une lecture qui n'était plus naïve, qui n'était plus vraiment joyeuse, et même si ça comportait du plaisir, parce que ce que je lisais était beau, évidemment, c'était un plaisir qui était quand même en demi-teinte, étant donné la contrainte. Donc en 2010, j'arrive à Louis le Grand, et donc nouveau moment, on va dire, fort dans mon rapport au livre, qui est un moment de douleur et de violence. Donc en gros, les 2 constatations que je fais assez rapidement en arrivant à Louis le Grand, c'est que non seulement j'ai rien lu, quasiment rien lu, mais qu'en plus, ce que j'ai lu, je l'ai mal lu. Donc je constate en fait l'étendue de mon incompétence vis-à-vis de la lecture, parce que effectivement j'ai cette impression, et c'est les mots que j'utilisais à l'époque, d'avoir d'immenses lacunes culturelles. Effectivement, j'ai l'impression que je lis mal, c'est-à-dire que je lis scolairement ou superficiellement, que je ne tire pas d'enseignement de ce que je lis, que je ne vois pas la beauté là où elle est, etc. etc. Donc à l'époque, mon rapport au livre devient donc très conflictuel, parce que je me sens très très nulle vis-à-vis de tout ça. Et c'est dû à bien sûr à toute une complexité du contexte, hein, mais en gros, il y a une certaine ambiance collective, il y a les attitudes des autres, et il y a le propre rapport que j'entretiens à moi-même. Mais tout ça, en tout cas, ensemble, fait que je me dévalorise, je me sens très nulle et soudainement très démunie. Alors, je voudrais juste ici faire une petite parenthèse, une petite pause analytique, pour essayer de comprendre justement pourquoi est-ce que j'étais arrivée si démunie à Louis le Grand, pourquoi j'étais arrivée avec tant de lacunes culturelles et l'impression de ne pas savoir lire. Je ferai ici l'impasse sur les déterminants sociologiques, bon évidemment le fait de ne pas forcément avoir beaucoup de classiques dans la bibliothèque parentale, de ne pas avoir des discussions autour de ça dans la sphère familiale, d'être dans un lycée à dominante technique où peu de gens lisaient de la littérature de leur propre chef, etc. Tout ça, évidemment, ça joue beaucoup dans l'idée même de le faire, dans la démarche de le faire, dans le rapport au langage, etc. Bon. Mais si on se concentre ici plus particulièrement sur le rapport à la littérature, il y a un peu 3 types d'explications, sachant que tout est intriqué, hein, mais 3 types d'explications qui me viennent aujourd'hui à l'esprit pour expliquer justement la situation dans laquelle j'étais à l'époque. Moi j'identifie aujourd'hui 3 grands obstacles qui étaient les miens à l'époque.
il y a le rapport à la forme de la littérature, le rapport au fond, et tout simplement le rapport au livre en fait, la manière dont j'envisageais le livre de littérature. Du coup d'abord la forme. Évidemment, et ça je l'avais pas forcément en tête à l'époque, mais évidemment que lire de la littérature, ça demande une certaine expérience, ça se travaille. La littérature est plus difficile à lire dans la mesure où très souvent les syntaxes sont complexes, la langue peut être vieillie, je pense à Racine, à Corneille. Les syntaxes complexes, bon, évidemment on peut donner Proust comme exemple, mais c'est vrai de beaucoup d'auteurs et d'autrices, en particulier les modernes d'ailleurs, enfin les modernes, contemporains, fin 20e siècle, etc., parce qu'ils prennent de plus en plus de liberté avec la langue, mais du coup ça rend aussi la lecture plus difficile quand on n'a pas l'habitude. Et donc c'est un rapport au langage quand même qui nécessite une certaine expérience pour que ce soit naturel et aisé de l'aborder. Et plus on lit, du coup, plus ça devient facile, et moins l'effort requis est important. Mais en fonction de sa disponibilité intellectuelle, même quand on est grand lecteur, on se rend compte que certains livres seront plus faciles à lire que d'autres. Aujourd'hui, par exemple, lire un naturaliste type Balzac ou Zola me demande absolument aucun effort, mais c'était pas du tout le cas 10 ans en arrière, parce que tout simplement, je n'avais pas l'habitude. Et on peut pas se culpabiliser de ne pas avoir l'expérience et l'habitude comme n'importe quelle activité. Celle-ci requiert une certaine forme d'expérience. Et ici en plus on est typiquement dans la question du rapport au langage, donc quand en plus on vient sociologiquement d'un milieu où le rapport au langage n'est pas aussi aisé que dans certains milieux plus privilégiés, l'obstacle est d'autant plus important à surmonter. Alors ensuite vient la question du fond en littérature. Là, je pense que le rapport au fond et l'obstacle que ça a constitué pour moi relève plutôt de déterminants psychologiques que de déterminants sociologiques. Pour aborder cette question, je vais utiliser un exemple tout de suite, parce que sinon j'ai peur que ce soit abstrait. L'exemple que j'ai en tête, c'est L'étranger. Lorsque j'ai lu L'étranger en première, je suis passée totalement à côté. Et là, c'est un peu pour des raisons de forme, parce que c'est très facile à lire, L'étranger. C'est un roman court, les syntaxes sont simples, le registre est plutôt oral, donc pas d'obstacle de forme. En revanche, un gros obstacle de fond pour moi, je ne comprenais pas du tout le point. Je voyais donc Meursault, c'est le personnage principal, en train d'aller à l'enterrement de sa mère, bouffer du boudin, faire du sexe, tuer un mec. Et en fait, je comprenais vraiment pas le point de ce livre. Tout simplement parce que, à titre personnel, à l'époque, je n'avais pas ressenti moi-même le sentiment d'absurde, avec un grand A, que développe Camus, que développe Sartre, etc. Qu'aujourd'hui je comprends, mais extrêmement bien, et l'année dernière, par exemple, j'ai relu le mythe de Sisyphe, et ça a totalement résonné avec mon âme, quoi. Mais à l'époque, ça ne me parlait pas, parce que je n'avais pas ressenti ce que ressentait Camus et ce qu'il essayait de développer. Et donc je comprenais pas. Et je sais très bien qu'il y a pas mal de mes potes, parmi mes meilleurs amis, qui ont ressenti cet absurde dès le collège, peut-être même avant, et qui quand du coup ils ont lu Camus, pareil sûrement au collège ou au lycée, ont parfaitement compris et se sont retrouvés dans ce que Camus racontait. Mais là on est typiquement dans la question du rapport au fond, et quand est-ce qu'on est prêt à accéder au fond d'une œuvre et à ce que développe l'auteur. Donc là je parle du sentiment de l'absurde, mais même pour des questions de psychologie ou de relationnel entre les personnages de romans par exemple, j'ai lu 2 ou 3 fois Madame Bovary et Le Rouge et le Noir. Et la première fois que je les ai lus, c'était au lycée, et en première année de prépa. Enfin, Madame Bovary au lycée, Le Rouge et le Noir en première année de prépa. Et je sais très bien que je n'ai pas du tout apprécié à la même valeur que ce que j'ai pu le faire lors des 2e ou 3e lectures, les rapports entre les personnages, les psychologies des personnages, etc. Parce que lire Madame Bovary à 17 ans, alors que j'avais pas encore aimé, j'avais pas encore pris conscience du mal que des êtres humains peuvent se faire, que je n'avais pas ressenti
l'ennui et les crises existentielles. Enfin, il y avait beaucoup de choses que je n'avais pas ressenties à l'époque où j'étais adolescente. Et donc ma lecture de l'œuvre ne pouvait pas être la même que celle que j'ai faite du coup à 25 ans, à 26 ans. Et encore, 25 ans c'est très jeune, mais l'expérience de ma vie m'avait apporté des éléments qui me permettaient quand même de beaucoup mieux comprendre les comportements des personnages, de les analyser différemment, d'apprécier en fait toute cette œuvre différemment. Ça ne veut pas dire que ma première lecture n'avait pas de valeur, mais c'est juste que, évidemment, que c'était plus difficile pour moi à lire si j'avais pas toutes ces clés et cette expérience qui donnait du sens à cette lecture. Et le troisième obstacle, du coup, ce serait le rapport au livre et le fait de surmonter un rapport trop scolaire au livre. Ce qui est évidemment conditionné par le rapport à la forme, le rapport au fond. De toute façon, tout est intriqué. Mais ici, ce que je voulais exprimer, c'est que jusqu'à très très longtemps, j'entretenais un rapport tellement scolaire aux livres que je ne pouvais pas vraiment me les approprier. Donc je pense notamment, j'ai un souvenir pour le coup très parlant relativement à ça. C'est une colle de français en Hippocagne, à la toute fin de l'année, où le prof de français m'avait demandé, je tombais sur Mort à crédit de Céline, et il m'avait demandé à un moment assez abruptement, mais au fond, mais qu'est-ce que vous pensez là du personnage de la mère? Et j'étais super démunie par cette question, parce que c'était pas une question scolaire. Il me demandait mon avis en gros sur son comportement, quoi, comme mon avis sur le comportement de n'importe quelle personne en dehors d'un livre en fait. Et bon, j'avais galéré, de toute façon cette colle s'était mal passée, mais bon voilà. Mais en tout cas, après cette colle, je m'étais rendu compte du point auquel je n'osais pas m'approprier les livres, les utiliser, les tordre, avoir des jugements vis-à-vis des personnages, les analyser, en sortir des enseignements pour ma propre vie, etc. Et ça a été aussi une grosse charnière. Ça va de pair avec la désacralisation de manière générale des livres, mais d'avoir un rapport finalement beaucoup plus libéré, moins scolaire et qui donne beaucoup de sens aussi à la lecture. Et je pense que c'était le troisième obstacle qu'il me fallait surmonter aussi et que j'ai pu surmonter progressivement lors de la prépa et après la prépa. Donc pour revenir là dans le cheminement vis-à-vis de la lecture, pour revenir à l'époque de la prépa, donc ce qui se passe très concrètement, c'est que je passe en mode monomaniaque, je dois combler mes lacunes, coûte que coûte. Et donc je me fais des tableaux Excel de livres à lire, de films classiques à voir, de pièces de théâtre à aller voir, d'œuvres de musique classique à écouter, etc., etc., de musées à faire, bref. Et pendant les 3 ans de ma prépa, même si c'était non linéaire, je profitais de chaque instant possible de temps libre pour combler mes lacunes culturelles. Et très souvent, c'est un délire, hein, j'étais un automate. Dû à ce mode de faire, je devais passer à côté de beaucoup de choses, mais d'une part, je me rassurais, mais déjà ça c'était absolument essentiel, en mode survie quoi. Et même si je passais à côté de certaines choses, je kiffais aussi beaucoup d'autres choses. J'avais des grands moments d'esthétisme et de kiff artistique. Et puis surtout, c'était une sorte d'expérience acquise en accéléré qui me permettait d'avoir une courbe de progression et peu à peu d'avoir un rapport de plus en plus aisé aux livres classiques et à la culture classique en général, d'avoir une vision d'ensemble, chose que je peux comprendre aussi avec le recul, mais c'est ce que je me constituais en fait. Je me constituais quand même une vision d'ensemble et je voyais les liens entre tout ça, au fur et à mesure de mieux en mieux. Et donc c'est ce qui m'a permise de dépasser la honte, ou en tout cas de la gérer, et progressivement, effectivement, d'acquérir une expérience et une capacité à lire sereinement des ouvrages considérés, à juste titre, comme compliqués. La sortie de la prépa n'a pas forcément été un moment hyper facile, et de toute façon, sortir de prépa, c'est quelque chose de bizarre, et qui est un sujet intéressant d'ailleurs. Qu'est-ce que ça fait de sortir de la prépa et à quel moment on considère qu'on est vraiment sorti de la prépa, si un jour on en sort, en tant que transclasse notamment, mais même sans être transclasse j'imagine. Reste que lors de ma première année de master, donc après la prépa, mon rapport à la lecture était clairement marqué par ce que j'avais vécu, parce que j'ai fait une grosse pause quand même dans la littérature.
la littérature, qui me renvoyait quand même beaucoup à la prépa, je pense. Donc qui devait me faire ressentir une certaine violence symbolique. Et puis surtout, en fait, je me retrouvais avec une capacité de lire et une totale liberté dans les choix de livres que je pouvais faire. Et donc le combo des deux fait qu'à l'époque, je me suis tournée vers la socio, parce que ça me donnait l'impression d'être tellement utile de manière directe dans ma vie que voilà, c'est ce que je voulais lire en priorité, ce qui m'apportait le plus, ce qui me permettait de comprendre beaucoup de choses, qui me donnait une grille d'analyse aussi pour psychologiquement, peu à peu, me donner des clés pour comprendre mon histoire et donc dépasser des violences et des blessures qui restaient assez ouvertes à l'époque. Et donc voilà, j'ai fait un peu une pause avec la littérature, je continuais de beaucoup lire, mais plutôt de la socio et des essais en général. Et je dis que je continuais à beaucoup lire pendant longtemps, et encore aujourd'hui, en vrai, même si je lutte contre ça, je me disais que la lecture était une bonne activité et qu'il fallait que je lise. Et lorsque j'avais du mal à m'y mettre, lorsque j'avais la flemme de lire, je me forçais. Et si je n'arrivais pas à me forcer, je culpabilisais. Donc j'avais quand même gardé en tête qu'il était absolument important que je lise parce que c'était une activité de personne intelligente, n'est-ce pas ? Et que ne pas lire aurait été un échec. Et puis donc au fur et à mesure, depuis cette fin de prépa, depuis la fin aussi de mes études, sortir des études et rentrer dans le monde professionnel m'a fait quelque chose dans mon rapport à la culture, parce que je pense que ça m'a sorti aussi d'un certain carcan. En tout cas, et puis forte surtout des réflexions sociaux, des réflexions militantes autour de la violence symbolique, de la culture dominante, forte aussi de réflexions plus larges, de remise en perspective plus large de la vie en général, de réflexions autour de la santé mentale, de mon rapport à ma vie, à mon temps libre, enfin bref. Et aux contraintes que je me mets et à la manière dont j'ai envie de vivre ma vie, quoi. Tout ça fait que peu à peu, j'ai l'impression de me relibérer dans mon rapport au livre. C'est quelques lectures aussi qui m'ont permis ça. Je pense à Bayard par exemple, mais il y en a d'autres. Hein, mais j'ai l'impression depuis quelques années, on va dire, de réussir à désacraliser les livres, à retrouver une liberté joyeuse dans mon rapport à la lecture, à beaucoup moins culpabiliser, à lire ce que je veux quand je veux, à ne pas finir les livres si j'ai la flemme ou si je considère que c'est de la merde. À avoir j'ai des phases où je lis beaucoup même parfois, et puis des phases où je lis pas, ou peu, et j'essaye au maximum de pas du tout me culpabiliser vis-à-vis de ça. Mais bon, rien que là, dans le fait de dire que je me force à pas culpabiliser, on voit bien qu'il y a un sujet et que la lecture n'est toujours pas neutre et peut-être ne le sera jamais pour moi. Mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression effectivement de retrouver une forme de liberté vis-à-vis des livres. Et c'est aussi rendu possible parce que j'ai fait l'épreuve du feu. Enfin, c'est clair que c'est plus facile de dire je finis pas les livres, je respecte pas les livres, etc. quand cette culture dominante, je l'ai acquise, entre guillemets. C'est beaucoup plus aisé dans la société de faire ce cheminement dans ce sens-là, on est bien d'accord. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas vraiment de point à ce que je dis là, mais mon cheminement personnel et ce vers quoi je veux aller en tout cas, c'est une libération de toutes ces injonctions, à la fois à lire un certain nombre de livres et pas d'autres, etc. Voilà, donc j'arrête là cette première partie consacrée un peu à partager mon expérience dans mon rapport au livre. Je pense que de toute façon, le rapport au livre est toujours un peu fucké quoi, dans cette société où les livres sont sacralisés et cristallisent beaucoup de violences symboliques. Mais donc je voulais partager mon expérience du coup de transclasse vis-à-vis de ça parce que ça me permet d'avoir d'avoir eu une expérience qui a évolué de manière assez radicale et dans un temps relativement court. Comment j'ai commencé la phrase ? Enfin bref, d'avoir un rapport au livre qui a évolué rapidement et radicalement. Et donc du coup, c'est quelque chose que
qui me fait m'interroger moi-même régulièrement, de moins en moins, mais en tout cas sur lequel j'ai beaucoup réfléchi ces dernières années, qui continue de me suivre parce que je pense que pour moi les livres ne seront jamais totalement neutres, donc ça continue d'être un objet de réflexion pour moi, et c'est pourquoi j'avais envie de vous le partager. Et dans cette deuxième partie de vidéo, j'ai envie de partager quelques conseils. Quelques conseils à des personnes qui n'ont pas trop l'habitude de lire et qui ont envie de lire, ou qui ont l'habitude de lire une certaine forme de littérature et qui ont envie d'aborder ce qui est considéré comme la littérature classique, etc. Et des ouvrages qui leur apparaissent un peu comme ardus, enfin, qui en gros sont chargés de violence symbolique, quoi. Donc j'ai envie de partager quelques conseils. Des petits propos préliminaires quand même. Je veux surtout pas donner l'impression que je donne une injonction à lire. Moi, je me le répète tout le temps à moi-même. Je lis si je veux, je lis pas si je veux pas. Et point barre. Déjà parce qu'il y a un moment donné où la vie c'est dur, on fait tout ce qu'on peut et on trouve tous nos équilibres comme on peut dans un contexte qui est pas facile. Et je trouve que c'est très moralisant de juger des activités des autres et donc a fortiori même de se juger soi-même dans ses activités. Et ensuite, quand bien même il s'agirait de dire que on a besoin de stimulation intellectuelle, de stimulation artistique, etc. Il y a 10 000 activités possibles et la lecture en est une parmi tant d'autres. Les livres sont survalorisés, ils sont considérés comme hyper sacrés, etc. Mais pour donner un exemple, entre une personne qui lit un livre, enfin j'en sais rien moi, qui lit Paul et Virginie, et une personne qui passe son temps sur YouTube à regarder des vidéos de chercheurs en sciences humaines, en physique quantique, en je sais pas quoi, et qui reçoit de la stimulation intellectuelle très forte au travers de ce médium YouTube, entre ces deux personnes, eh bien, aucun jugement encore, hein, mais je sais pas, c'est pas parce que le premier lit un livre que c'est mieux que le second qui regarde YouTube. Ils ont chacun besoin d'une certaine activité, le livre est un médium parmi d'autres, et donc je pense que c'est important de ne pas se mettre une pression au livre parce que c'est les livres. Mais en tout cas, une fois que ça c'est dit, je voulais quand même du coup donner quelques conseils aux personnes qui ont envie de plus lire, de lire des choses différentes et qui se sentent démunies. D'abord, ne pas s'attaquer trop vite à des trucs trop hard. Parce que justement, ça peut être très très frustrant et engendrer un découragement. Par exemple, en philo, ça a peut-être plus de sens de commencer par lire un philosophe comme Rueil-Ogien qu'un philosophe comme Hegel. Bon. En littérature, c'est peut-être plus simple de lire d'abord Stendhal et ensuite Proust. Bon. Ensuite, et ça fait un peu transition avec la question du fond, je conseillerais de lire des ouvrages qui vous parlent vraiment, plutôt que des classiques piqués dans une liste de classiques parce qu'il faut les avoir lus. Et ça marche notamment en sciences humaines. Moi par exemple, en sociologie, j'ai beaucoup lu de sociaux des classes sociales parce que ça a un impact direct sur ma vie et parce que ça me parle au plus profond de mon âme. Et du coup, la lecture en est d'autant plus aisée que ça fait sens pour moi et que j'en tire quelque chose. Je pense que c'est vrai aussi, typiquement en littérature, il y a sûrement des sujets qui vont plus vous atteindre que d'autres au regard de votre expérience personnelle ou de ce qui peut vous intéresser. Là c'est pareil, je pense que ça a vraiment du sens d'aller vers ce qui instinctivement résonne avec vous. Troisième conseil, je conseillerais de lire un peu selon son humeur et de bien s'écouter lorsqu'il s'agit de sélectionner le livre qu'on va lire. Je disais tout à l'heure que il m'arrivait de lire de la philo quand j'avais beaucoup de disponibilité intellectuelle, de choisir en fonction de ce vers quoi je me sens, enfin de ce que j'ai envie de tirer de ma lecture, quoi, en gros. Et là c'est pareil, je pense que moi ce que je fais de plus en plus, c'est que je m'écoute énormément. Et c'est ce pourquoi aussi parfois je commence un bouquin puis je le lâche, parce qu'en fait il correspond pas à mon humeur du moment. Et je pense que c'est hyper important d'avoir ça en tête parce que c'est trop dur d'aller à l'encontre du mood dans lequel on est.
Et donc si vous êtes dans un mood où vous n'avez pas trop de disponibilité intellectuelle, vous êtes déjà émotionnellement très fatigué, etc., si vous vous attaquez à un gros bouquin de philo ou un bouquin de littérature très complexe qui demande beaucoup de disponibilité, bah ça va juste être de ne pas être le moment et vous allez peut-être avoir l'impression d'être nul, alors que c'est pas du tout que vous êtes nul, c'est juste que c'était pas le moment approprié pour vous. Alors conseil suivant, osez ne pas finir les livres. C'est quelque chose que je n'osais absolument pas faire avant. Et je pense que là, typiquement, la lecture charnière, c'est Bayard. Je crois que c'est à partir de Bayard que j'ai osé ne pas finir les livres et ne pas culpabiliser autour de ça. Et là, tout récemment, ça vient de m'arriver. J'ai lu 2/3 d'Aurélien, un roman d'Aragon. Et je me forçais parce qu'il est adoré par beaucoup de gens que j'estime beaucoup. Et donc, je me suis dit, sois patiente, même si pour l'instant ça te plaît pas trop, franchement fais un effort parce que puisqu'il est adoré par des gens que t'estimes, c'est que ça doit être bien quoi. Et tu regretteras pas ton effort. Et puis bah il y a un moment donné où non, où je me suis rendue à l'évidence que ça ne me convenait pas moi, que je n'en tirais pas d'intérêt majeur ni de plaisir, et que bah, au bout d'un moment j'avais envie de lire autre chose et que tant pis, je l'arrête, c'est pas grave. Peut-être que je le relirai un jour, qui sait, on ne sait pas. Mais pour l'instant, en tout cas, je l'arrête, je le range et c'est pas la fin du monde. Et c'est des choses qui m'arrivent régulièrement. Parfois, c'est pour aussi des questions d'humeur. C'est un peu différent. Il m'arrive de commencer des bouquins et au bout de quelques jours de me rendre compte qu'en fait, soit mon humeur a changé, soit c'était même une erreur à la base d'avoir pris ce livre parce que j'étais pas dans l'humeur de lire ce genre de choses. Du coup, plutôt que de me forcer, je le lâche et très souvent je le reprends assez rapidement en fait, c'est 1 mois plus tard ou 2 mois plus tard, c'est le moment et là je le dévore et c'est trop cool. Mais je m'écoute vachement comme ça et je me force absolument pas à finir les livres. Alors ensuite il y a quelques conseils que je voulais te donner qui permettent un peu de sortir de la solitude de la lecture. Sachant que ça fait partie du plaisir aussi de la lecture, hein, que ce moment de solitude, mais ça peut nous laisser très désemparés et très démunis face à des œuvres qui nous impressionnent. Et donc moi ce que je faisais beaucoup en prépa, lorsque j'étais en mode maniaque pour combler mes lacunes culturelles, c'est que quand je lisais des bouquins et que des adaptations cinématographiques existaient, je les regardais soit après ma lecture, soit avant ma lecture, soit pendant ma lecture. Mais en gros, j'aimais bien regarder les adaptations parce que ça m'aidait en fait à avoir le regard d'un réalisateur en l'occurrence, mais le regard de quelqu'un d'autre sur le livre, les interprétations du coup qui pouvaient en être faites. Et je me sentais du coup moins démunie face à ma lecture et j'avais l'impression d'être prise par la main un petit peu. Pareil, c'est dans la même veine, mais lire des critiques, et pour ça le site Sens Critique est vraiment trop cool, mais lire des critiques de livres aide aussi énormément à affûter un peu sa capacité à lire, parce que moi j'ai beaucoup ressenti ça pendant longtemps, c'est l'impression de passer à côté des œuvres, ou de pas voir ce qui est intéressant dans une œuvre, ou pourquoi c'est un classique, etc. Et du coup avoir pas mal de regards croisés comme ça, et donc des lectures de seconde main en fait, hein, des critiques littéraires, c'est ça fondamentalement, permet aussi d'être accompagné, d'apprendre à un peu voir les choses, de confronter ses propres ressentis à ceux des autres, et ça apporte une profondeur supplémentaire. Voilà, j'arrête cette vidéo ici. Sentez-vous bien sûr libre en commentaire de partager votre propre cheminement vis-à-vis de la lecture, votre rapport au livre, les conseils que vous auriez donnés, enfin bref, sentez-vous totalement libre bien sûr de participer à cette réflexion générale. Et voilà, j'espère que le confinement n'est pas trop difficile encore une fois, et à très bientôt.